rencontre initiée par la Ligue des droits de l'homme et le BIF. Une rencontre donc entre deux univers qu'on peut avoir tendance à considérer comme étant, à tort, comme étant antinomiques. Donc le BIF et sa cohorte de films de genre qui partent dans tous les sens, fantastique, science-fiction, l'horreur, l'exploitation, et la Ligue des droits de l'homme, dont l'intitulé vous en dit suffisamment concernant leurs activités. Et pour cette rencontre, nous avons autour de la table les frères Antonio et Marco Manetti, dont on a pu voir le film L'arrivée d'Iwang hier soir. Vous avez déjà pu voir d'ailleurs un Q&A. Il y a un autre invité qui va arriver, je suis sûr qu'il est en train de courir dans les couloirs, c'est Didier Stiers, qui est journaliste culturel freelance, qui travaille beaucoup pour Le Soir, et vous avez certainement croisé ses articles, l'un de l'autre article, il couvre de manière exhaustive le festival. Et nous avons encore la Ligue des droits de l'homme, représentée par David Morelli, chargé de communication de la Ligue, et John Pitsays, conseiller juridique, qui je pense est à la base de cette initiative, si je ne m'abuse. D'accord, c'est David qui s'y colle. Alors donc, la première question qu'on peut se poser, bien entendu, c'est cette rencontre, comment est-elle née? Pourquoi? Comment est-ce qu'un festival de genre accueille tout à coup comme ça la Ligue des droits de l'homme, et quels peuvent être les liens entre les deux? Voilà, je cède la parole à David Morelli. Donc. Voilà, bonjour. Je vais peut-être d'abord commencer par rappeler en quelques mots qui on est et aussi peut-être qui on n'est pas, parce on confond souvent la Ligue des droits de l'homme avec d'autres associations. Alors, qui on n'est pas? D'abord, on n'est pas on n'est pas Amnesty International, avec qui on le confond souvent, et même si on travaille extrêmement souvent avec eux, on collabore beaucoup, et donc on a le plus grand respect pour leur travail, mais on ne fait pas exactement la même chose. Je vais revenir sur ce que fait la Ligue. Et on n'est pas non plus, comme certaines personnes le pensent, une espèce d'annexe de l'ONU. On a des bien moins beaux locaux qu'eux, et évidemment on ne fait pas non plus le même type de boulot. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la Ligue? Bien, d'abord, la Ligue, c'est une vieille madame. Elle a 111 ans cette année. Et donc, depuis 1901, elle a pour vocation de promouvoir et de défendre le respect des droits humains en Belgique. Alors, je précise bien en Belgique, parce que c'est une des grandes différences avec nos amis de chez Amnesty et de l'ONU. C'est que donc nous travaillons sur les droits humains exclusivement en Belgique, et même plus précisément pour la Ligue francophone sur Bruxelles et la communauté française. On travaille évidemment en bonne entente avec nos collègues de la Liga voor Mensenrechten. Et donc promotion et information autour des droits humains. Donc c'est la promotion des valeurs des droits de l'homme, ces valeurs qu'on retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et donc via toute une série d'activités, via donc des activités, des actions, via des publications, via des réflexions, on essaye de promouvoir ces valeurs d'égalité, valeurs de fraternité, de liberté, et toute une série de droits. Parce qu'il y a les grandes valeurs, et puis il y a toute une série de droits qui se trouvent aussi bien dans la déclaration, mais également dans les conventions internationales qui ont valeur légale dans la loi belge, même certains dans la Constitution. Donc nous, on essaie vraiment de promouvoir auprès du grand public, auprès des médias, ces différentes valeurs, ces différents droits. Et alors, si par exemple je vais vous donner quelques grandes thématiques que la Ligue défend, et vous allez déjà peut-être pouvoir sentir ce qui nous a parfois, ce qui peut nous relier au Festival du film fantastique. Alors, on défend les droits économiques et sociaux, on travaille autour de la lutte contre l'extrême droite, autour de la lutte contre l'homophobie, contre la justice. Et alors, les thèmes, là, tout doucement, on commence à y toucher. On travaille sur les tensions entre les nouvelles technologies et les droits humains. On travaille autour du droit des étrangers. On travaille sur le thème des prisons. On travaille sur le thème de la psychiatrie. Donc, prison, psychiatrie, nouvelles technologies. Ça sent un petit peu le bif. L'année prochaine, vous êtes partenaire, vous faites la coprogrammation du festival. Oui, okay. sans doute. Donc voilà, il y a pas mal de thèmes en commun où clairement on touche à des thématiques qui sont souvent à leur manière amenées, envisagées par le cinéma fantastique. Et il faut savoir que la Ligue travaille extrêmement souvent dans le cadre de ses activités de sensibilisation avec l'outil
cinéma. Et c'est vrai que cette année, on s'est dit pourquoi ne pas, puisqu'il y a pas mal en fait de thématiques en commun et de choses qui peuvent amener, le cinéma fantastique peut amener une réflexion qui est transgressive, qui est parfois très rentre-dedans. On s'est dit que ça pouvait valoir la peine de profiter du BIF pour voir quels sont les ponts entre le cinéma fantastique et les droits humains sur le plan thématique. Et pour ce faire, je vais laisser John un petit peu présenter quel est ce pont entre les deux, quel est l'intérêt pour la Ligue, et on l'espère pour vous, de voir quels sont les ponts qui rejoignent, qui font se rejoindre cinéma fantastique et droits humains. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Ça va? Mais en fait, voilà, tout ça, ça a commencé autour d'une discussion avec David. Lui tenait une sorte de poulpe géant en plastique dans la main et moi un Godzilla en plastique aussi. Et vous vous étonnez d'avoir des budgets moindres que l'ONU, c'est ça? et on ne s'étonne pas, mais je tiens à mon Godzilla. C'est mon Godzilla. Oui, mais je te l'ai volé. Et it's my precious now. Donc, et voilà ce qu'on s'était dit, c'est qu'en fait les droits humains, les sujets sur lesquels on travaille sont toujours des sujets à la limite. C'est-à-dire que les droits de l'homme, ce n'est pas une sorte de grande pancarte dorée devant laquelle tout le monde se prosterne. On est dans une époque où il y a toujours la tentation de la part de différents acteurs de la société politique et civile de remettre en cause ces droits. Il y a aussi toujours de nouveaux problèmes qui se posent à la société. Poser la question des droits humains, on ne la poserait pas maintenant de la même manière qu'on la poserait il y a 30 ans. Les équilibres géopolitiques ont évolué, de nouvelles problématiques comme l'environnement ont surgi, de nouveaux sujets de discussion ont émergé dans les médias, comme par exemple la gestion de l'intégration, du multiculturalisme, etc., etc. Il y a eu ces 10 dernières années quand même un peu partout dans le monde occidental le traumatisme du 11 septembre et la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les ennemis de ce qu'on considère comme être les ennemis de notre société. Et on s'est dit qu'au fond, c'était peut-être le cinéma fantastique et le cinéma même plus particulièrement d'horreur, en tout cas ce type de cinéma de genre qui parvenait le plus à dire ses angoisses, qui parvenait le plus à parler de notre époque et qui parvenait le mieux à la dénoncer. Parce que qui parle de l'époque dans la mesure où on n'a jamais vu autant de films de soucoupes volantes que dans les années 50 où il y a forcément des envahisseurs au moment où le cinéma américain met en scène des envahisseurs au moment où il n'a qu'une trouille, c'est qu'il y ait des missiles cubains qui s'écrasent sur son territoire. Plus la menace rouge, les communistes, et le etc. rouge, et le rouge jaune, et le rouge rouge, et le rouge brun, et tous les rouges que vous voulez. Donc, le cinéma parle toujours de son époque, ou par exemple d'Invasion of Body Snatchers, par exemple, qui là est plutôt une dénonciation du macartisme et la dénonciation du conformisme ambiant de la société américaine dans les années 50. Qui reste en plus un scénario qui a été adapté quand même 3 fois, donc il y a quand même, voilà, il y avait quelque chose à dire concernant ça, et ça s'est adapté à différentes époques. C'est ça, et avec à chaque fois une autre grille d'interprétation possible. Donc le cinéma fantastique parle de son époque, alors bien sûr il dénonce aussi ce qu'il estime ne pas aller dans son époque. Il dénonce l'eugénisme et les problèmes environnementaux dans Soleil Vert. Il dénonce une société uniformisée soumise au diktat de la jeunesse dans THX 1138 par exemple. Et il dénonce et alors de manière plus classique. Plus proche ? Ouais, et de manière... Ouais, c'est bien comme ça. Et alors, et bien sûr, le grand classique, il dénonce à la fois, mais on y reviendra, la société de consommation et la boucherie du Vietnam à travers la première vague de films de zombies, par exemple. Et enfin, et ça nous semble aussi intéressant parce qu'on travaille beaucoup à la Ligue, par exemple, sur les défis posés par les nouvelles technologies de surveillance, nouvelles technologies de communication, etc. C'est que le cinéma fantastique et le cinéma de science-fiction, puisqu'il crée un autre monde, puisqu'il crée un autre cadre, parvient à poser de nouveaux problèmes. Et pour ne prendre qu'un exemple, un exemple qu'on prend souvent dans les conférences entre guillemets classiques qu'on fait, c'est l'exemple par exemple du film Minority Report, qui est le film qui explique comment dans un futur pas si éloigné que ça, et peut-être très proche, des personnes pourraient être mises en prison non pas pour un crime qu'elles ont commis, mais pour un crime qu'elles pourraient commettre.
C'est de la science-fiction, sauf que dans notre arsenal législatif en Belgique, peut-être qu'on y reviendra, cette possibilité, elle est ouverte. On peut emprisonner des gens, non pas parce qu'ils ont fait des choses, mais parce qu'ils sont suspects de pouvoir faire des choses. On est rarement dans la projection dans le futur vers quelque chose de très positif, puisqu'il y a toujours cette angoisse, que va-t-il se passer demain? Donc on est quasi systématiquement dans la dystopie. C'est ça. Et alors, ce qu'on a choisi de faire là aujourd'hui, c'est de parler de la figure de l'étranger, ce qui va aussi nous donner l'occasion de parler de Larry Wang. Pourquoi la figure de l'étranger? Parce que c'est à la fois c'est la figure repoussoire par excellence. L'étranger, c'est ce qui nous ressemble pas. L'étranger pose le traitement de la figure de l'étranger dans le cinéma fantastique permet de poser de manière paradoxale, méchante, acide, cruelle, subversive, de reposer d'une autre manière la question que nous nous posons en tant que Ligue des droits de l'homme, c'est doit-on donner des droits égaux même à ceux qui ne nous ressemblent pas? Doit-on donner des droits égaux même aux fous, même à l'étranger, même à l'extraterrestre, même si cet extraterrestre parle chinois? Donc, comment est-ce qu'on doit traiter la figure de l'étranger? Et on verra au fur et à mesure de la conférence que parfois l'étranger, c'est le gentil Iti à qui on tend la main, ou à qui on voudrait tendre la main lorsqu'on est traductrice. Rarement. C'est le plus souvent possible l'ennemi, celui qui va buter notre monde. C'est aussi parfois l'élément perturbateur, celui qui nous montre les défauts de notre monde un peu à la manière des lettres persanes. Et là, on pense par exemple à Mars Attacks, quoi. Donc voilà, on voulait traiter ce sujet et... Oui, dans le cas de Larry Wang, justement, pour vous, la base du film, est-ce que ça a été l'envie de faire un film de genre, un film de science-fiction avec un propos finalement politique, ou est-ce que vous aviez vraiment l'idée de faire un film politique avec comme contexte la science-fiction? Non, moi je crois... Non, peut-être je parle italien? J'essaie l'italien, on va voir. No, io credo che la fantascienza, un po' come stavate dicendo anche voi, la fantascienza è un genere che quando è fantascienza pura, no? Perché ne parlavamo ieri con i due registi, altri due registi che sono qui al festival. La fantascienza a volte è venata di fantasy, che è un altro genere. La fantascienza è un genere che inevitabilmente parla della realtà sociale, politica, economica del momento, cioè è un genere che ha questo nel suo DNA. Donc la science-fiction est un genre qui parle, c'est vraiment partie de son ADN, des problèmes sociaux, économiques, mais à sa manière. Quello che penso nel caso nostro personale, del nostro film, o anche ho citato Mars Attack, no? Che è un altro film che un po' è su una linea simile al nostro, anche se il nostro è più un finale a sorpresa, quindi non so chi lo rovino, però io credo che comunque un film, per quanto di fantascienza, si pone delle domande, cioè un artista in qualche modo, un'opera d'arte, non ha il compito di, o quantomeno dovrebbe non avere il compito di prendere una posizione su un argomento, ma in qualche modo di stimolare una paura, esplodere un'emozione che esiste nella società, in particolare con la fantascienza nella società. Alors, donc, il dit que d'une certaine manière, même si c'est dans un cadre et une manière fort différente, le film est dans l'esprit de Mars Attack qui était signalé tout à l'heure. Alors, il dit qu'un des intérêts dans la science-fiction est de poser des questions, de susciter des questions, voire même de Non susciter... della science fiction, dell'arte. De l'art, ok, de l'art. Donc de susciter des questions, de susciter parfois des craintes, et c'est donc à l'artiste de poser ces questions-là, mais sans doute pas, en tout cas de son point de vue, de prendre une position par rapport à ça. Donc vraiment, c'est stimuler les questions, stimuler les craintes et aller loin dans cette stimulation. Oui. Faccio un esempio su un film non nostro e poi voglio passare a parlare del nostro film. Un altro film che voi avete citato che è Minority Report. Io ci pensavo l'altro giorno, no? È importante che quello che succede in Minority Report, cioè la pre-crime, no? È un'invenzione filosofica e non realistica.
nel senso che a livello politico, in questo momento nel mondo come è fatto adesso, no? L'idea di arrestare